Bonjour, chers participants. Bonjour, Longo. OK. Bienvenue à notre webinaire sur les outils de visualisation des données. Pour des questions pratiques, je vais demander à chaque participant de bien vouloir garder votre micro désactivé et votre caméra aussi désactivée. Ils sont autorisés à activer leur micro uniquement les présentateurs. D'accord. Donc, pour ce qui concerne les questions, nous avons le chat dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions et préoccupations quant aux présentations des différents panélistes. Donc, sans plus tarder, je vais dérouler l'agenda de notre webinaire. Donc, en ce qui concerne notre agenda, dans un premier temps, nous allons faire une introduction au cabinet métriques et décisions. Ensuite, nous allons rappeler plus ou moins le contexte dans lequel nous réalisons actuellement ce webinaire. Et nous avons la chance d'avoir avec nous deux grands experts, Monsieur Koné Mustafa, qui va nous introduire sur le premier sujet qui est de nous présenter plus ou moins les solutions du marché pour la visualisation des données. Et avec lui, nous avons aussi Monsieur Koné Alassane, qui va plus ou moins nous présenter les différents scénarios dans lesquels une solution sur mesure peut faire la différence. Donc, sans plus tarder, ici, je vous présente plus ou moins l'introduction au cabinet Matrix et Décision. Donc, Matrix et Décision, c'est un cabinet d'études qui fournit des services professionnels dans principalement 5 domaines, qui sont la recherche, analytics, le digital, le conseil en stratégie et puis la formation. Donc, en ce qui concerne la recherche, l'idée, c'est de pouvoir identifier des problématiques sur des sujets de notre société en vue de proposer des solutions adaptées, des solutions à forte valeur ajoutée. En ce qui concerne l'analytics, l'idée, c'est de pouvoir mettre les données au cœur de la stratégie des entreprises afin de les aider à transformer leurs données en informations utiles. Au niveau du digital, c'est vraiment aider les entreprises vraiment à, à améliorer leur proposition en termes de solutions digitales et aussi à acquérir des compétences ou des solutions qui peuvent les aider à améliorer leur performance et leur offre de service. Au niveau du conseil, c'est vraiment définir les leviers de croissance pour aider les entreprises à progresser et à croître. Et en dernière position, nous avons les formations. Donc, nous avons des formations sur des sujets assez divers, principalement les sujets portant sur la statistique, euh, et également les outils bureautiques, des formations aussi portant sur la data science. Donc, voilà en gros pour présenter le cabinet Matrix et Décision. Donc, en ce qui concerne notre webinaire, il s'inscrit dans un contexte que nous avons essayé de positionner en 3 points. Le premier point, c'est que de façon générale, les gens se souviennent plus ou moins à 80% de ce qu'ils voient et à 20% de ce qu'ils lisent et enfin à 10% de ce qu'ils entendent. Donc, nous sommes dans un monde où facilement les gens ont la capacité de pouvoir mémoriser ce qu'ils ont vu à travers leurs yeux. Et ensuite, avec l'avancée des nouvelles technologies, on se trouve dans un monde où la communication, elle est devenue visuelle. La communication, elle est devenue visuelle. Donc, qu'il s'agisse plus ou moins de réaliser des présentations ou bien des communications marketing, même les sites web, tout ça, ce sont des outils ou bien des plateformes qui sont mises en place afin de communiquer. Donc, la communication, elle est devenue visuelle. Et en dernier point, aujourd'hui, les entreprises recherchent de plus en plus des outils qui vont leur permettre plus ou moins de visualiser les données dont elles disposent afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. Donc, pour rappel, nous sommes au webinaire sur les outils de visualisation des données et pour des questions pratiques,
tous les participants sont demandés à mettre leur micro en mute, c'est-à-dire sous silence, et à désactiver leur caméra. Uniquement les différents panélistes, c'est-à-dire M. Kone Alassane et M. Kone Mustafa, peuvent activer leur micro. Merci pour votre compréhension. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Kone Nawa Mustafa, qui va nous introduire sur le premier sujet, c'est-à-dire la présentation des solutions du marché qui permettent de faire la visualisation des données. Donc, M. Kone Mustafa, vous avez la parole. Bonjour à tous, merci Zango pour le pitch introduction. Ok, donc j'ai la lourde charge de vous présenter les solutions pour la visualisation des données disponibles sur le marché. Donc voilà, donc pour ma présentation rapide, je suis Pélé Moustapha, manager business analyst Afrique de l'Ouest, Bureau Veritas. Bon, les domaines de possibilités sont déjà explicités. Je pense qu'on va aller directement dans le vif du sujet. Merci. Donc, on va commencer de manière générale par un mot. Une image vaut mieux que 1000 mots. Voilà, c'est cet adage, en fait, on peut dire c'est la théorie même qui sous-tend tout ce qui est derrière la data visualisation. Une image vaut mieux que 1000 mots. Du coup, la visualisation des données, c'est l'art de transformer un ensemble d'informations en, je dirais, en data, en insights, en tableau graphique clair et puis très parlant. Donc, et pourquoi on fait cette transformation-là? En vérité, c'est pour déceler des anomalies, pour mieux comprendre un sujet ou un problème et surtout pour prendre des décisions qui vont permettre d'éclairer sur un ensemble de problématiques. Donc, la visualisation des données, simplement, c'est de transformer les données, des informations brutes en insights très parlants afin de déceler l'information business. Donc, pour encore mieux capter en fait ce qu'est la visualisation des données, on va prendre un exemple. Donc, si vous regardez sur la slide, vous verrez qu'on a un tableau qui donne des coordonnées GPS. On a la longitude, on a la latitude et également on a la dénivellation. Mais comme vous le voyez, en se basant sur ces données, cette information brute-là, on n'arrive pas du tout à comprendre. On ne sait pas de quoi il s'agit. Mais lorsqu'on applique la magie de la data visualisation et avec à cela le graphe adapté, qui est la cartographie, on voit tout de suite et on comprend tout de suite cette donnée. Donc, cette donnée dit en fait que j'ai parcouru la distance de la cité administrative d'Abidjan-Plateau jusqu'au lycée classique d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc, en gros, via cette visualisation, tout de suite, je comprends, on comprend cette donnée. Donc, les bénéfices de la data visualisation, de la visualisation des données, c'est de comprendre une compréhension rapide de l'information. Avec la visualisation des données, on identifie les tendances. Également, la visualisation des données permet la prise de décision éclairée. Également, on a un bénéfice de mémorabilité, c'est-à-dire que ça reste plus facilement dans les mémoires avec le logiciel comme Sango l'a présenté en introduction. Également, on peut détecter les anomalies et la visualisation des données est accessible à tous. On n'a pas forcément besoin d'être de formation statisticien avancée pour pouvoir comprendre une visualisation des données. Également, avec la visualisation des données, les comparaisons sont beaucoup plus faciles et plus compréhensives. Également, avec une visualisation des données appropriée, on peut regarder l'historique des données et analyser les tendances, faire des prévisions. Également, comme bénéfice, on a le data storytelling, c'est-à-dire avec les données, on vous raconte une histoire, comprendre un phénomène de bout en bout, du début de la problématique jusqu'à, je sais pas, la solution et tout ce qu'on pourrait faire avec. Et également, avec la visualisation de la donnée, on a un engagement des parties prenantes, on a un engagement de tous ceux qui vont regarder ce vidéo. Qu'est-ce que je veux dire par engagement? C'est dire en fait que on contraint un peu le public à regarder, à essayer de comprendre, à s'approprier en fait ce qu'on est en train de véhiculer comme message. Diapo. Donc, ici, on vous présente quelques cas d'utilisation de visualisation de données. Donc, dans le domaine du sport, précisément dans le football. En gros, pour résumer cette slide, c'est dire qu'à chaque domaine, une visualisation spécifique peut être adaptée. Donc, dans le domaine du football ici,
vous voyez que c'est une maquette de terrain. Ça, c'était le match PSG-Newcastle où Newcastle a gagné le PSG 4-1. Ici, on voit très bien les différents joueurs de part et d'autre des équipes. On voit également le score, on voit qu'il y a eu des cartons jaunes qui est sorti et qui a marqué. Et également, ça s'applique également au niveau des élections. Au niveau des élections, on voit en fait, il y a eu combien de candidats, qui a gagné, le suffrage exprimé, le nombre de votants, etc. Cela s'applique également au niveau des enquêtes de durabilité agricole où différents KPI sont mis en exergue pour prouver la durabilité de, des pratiques agricoles qui sont faites. Également, ça s'applique également au niveau des violences basées sur le genre. Donc là, en fait, il y a des visuels assez spécifiques pour étayer un peu et le score, le résultat de chaque pays par rapport au VBG et de même qu'au niveau du secteur de l'électricité avec les prévisions de tout ce qui concerne la puissance, la pointe, etc. Donc, diapo. Donc, ici, on vous présente ici le domaine d'application de manière générale de la visualisation des données. Donc, la visualisation des données s'applique à la finance, à la banque, à l'industrie, à la construction, à l'énergie, au transport et logistique, à la santé, à l'information, à l'informatique, à la télécommunication, à l'agriculture, au tourisme. En bref, la data visualisation aujourd'hui s'applique, adresse tous les domaines d'activité. Quel que soit votre domaine d'activité, vous pouvez et devez faire de la data vis. Diapo. Donc, qui sont les parties prenantes? On dira que ce soit les professionnels du secteur privé, que ce soit l'État, l'administration, le secteur public, l'ONG, les ONG, les étudiants, les élèves, les médecins, etc. Tout le monde aujourd'hui doit être et est partie prenante de la visualisation des données. Donc, aujourd'hui, la visualisation des données est aujourd'hui une compétence indispensable dans tous les rôles et pour toutes les organisations. Du coup, quelles sont quelles sont les solutions disponibles sur le marché en fait pour la visualisation des données? Merci. Donc, d'abord, je dirais qu'il y a une panoplie de solutions qui sont disponibles, mais nous aussi, on a présenté des solutions on s'est basé sur le classement Forbes 2023 et également ce qui est généralement utilisé dans la sous-région pour vous faire une proposition de solutions utilisées dans la sous-région. Donc, on a Excel, Tableau, Power BI, Click, Looker et puis une petite surprise à la fin. Vas-y. Diapo. OK. Zongo, tu peux bouger sur la diapo de l'Excel. D'Excel. Donc, donc la première solution de visualisation de données que nous vous présentons ici, c'est Excel. Je pense que tout le monde connaît Excel. Euh, Excel est largement vulgarisé dans toutes les sociétés dans le monde entier. On dira à tout un chacun, lorsque tu veux commencer à travailler dans le monde de l'emploi, tu ne maîtrises pas Excel, c'est pas la peine d'y aller. Donc, Excel est un logiciel de feuille de calcul permettant de faire des graphiques et d'analyser les données. Il a été développé par le groupe Microsoft et permet entre autres la création de visuels et de tableaux de bord simples. Donc, vous voyez en fait le tableau de bord à votre, je pense, gauche. Ici, c'est un tableau qui a été développé avec Excel. C'est surprenant, mais ça a été développé avec Excel. Donc, les points forts en fait d'Excel, c'est que Excel est disponible sur application mobile. On peut se connecter à utiliser Excel sur son téléphone Android ou iOS. Également, on peut l'utiliser sur le web, mais sur le desktop. Également, Excel est adapté à tous, que ce soit pour les freelanceurs, les petites, les moyennes entreprises, les grandes entreprises également. Et également, Excel est naturellement disponible au niveau du package Office. Également, autre point fort d'Excel, on notera qu'on a une forte communauté. On a beaucoup de support d'apprentissage et il en a une pléthore de tutoriels disponibles pour l'apprentissage. Et au finish aussi, on a une intégration à une bonne variété de sources de données telles que SharePoint, les listes SharePoint, MySQL, Access, SQL Server, PostgreSQL, Azure et Teradata. Maintenant, en termes de points faibles d'Excel, c'est que les dashboards qu'on développe
ou qu'on construit avec Excel ne sont pas responsive, c'est-à-dire ne s'adaptent pas forcément à la résolution de l'écran, à la taille de l'écran. Également, les interactivités sont très, très limitées avec Excel. Si vous avez un jeu de données peut-être de 500 000 données, comme de 500 000 lignes, lorsque vous allez faire juste un filtre, ça peut vous prendre 10 à 15 minutes, ce qui est vraiment incroyable. On a également les graphiques et les visuels qui sont assez basiques en utilisant Excel. Également, on a la production de tableaux de bord. Pour avoir un tableau de bord de bonne qualité comme ce qui est présenté sur la diapo, ça va vous prendre un temps fou. Voilà, ça va vous prendre vraiment un temps fou, un travail fastidieux pour avoir ce résultat. Et également, en termes de données, je crois que c'est limité à 1,50 million de données par là. Et pour la connexion des API, c'est pas que assez tricky. Je pense qu'on peut avancer. Donc, le second outil, la seconde solution, c'est Power BI. Donc, Power BI est un outil de business intelligence également développé par Microsoft. Il offre des visualisations attrayantes de données. Il est très adapté pour la conception de rapports et de dashboards. Donc, quels sont les points faibles, les points forts de Power BI? Donc, d'abord, Power BI est disponible en application web. Également, il est disponible également sur les smartphones Android. Également, la version desktop, c'est-à-dire la version bureau de Power BI est gratuite. Il est également adapté pour toutes les petites, moyennes et grandes entreprises. On a une forte communauté qui est derrière Power BI et puis beaucoup de support d'apprentissage et beaucoup de tutoriels gratuits disponibles sur Internet. Également, Power BI permet de gérer les flux de données en temps réel. On a près de 37 fonctionnalités et une intégration à près de 466 plateformes. Donc, on peut également faire on peut également se connecter à des API, faire de l'intelligence artificielle et du machine learning avec Power BI. Bon, peut-être petite lucane ici, l'intelligence artificielle en général, c'est du sentiment analysis. Machine learning, c'est seulement des types de prédictions, des prédictions en fait de labels. Et puis, on a du real-time reporting également avec Power BI. En termes de points faibles, on a que, étant donné que c'est développé par Microsoft, c'est pas vraiment disponible sur iOS. Donc, la version également desktop n'est pas disponible sur Mac. Et ce n'est pas très, très adapté pour les freelancers à cause du coût. Également, la collaboration est payante et le partage du dashboard est également payant. Et puis, les event notifications et puis les alertes ne sont pas directement, automatiquement prises en compte par Power BI. On peut passer à la suite. Donc, la prochaine solution qui est présentée, c'est Tableau. Donc, Tableau est un outil de business intelligence qui a été développé par Tableau Software et puis racheté aujourd'hui par la big entreprise qui est Salesforce. Tableau dispose d'une grande capacité d'analyse et de visualisation avec une intégration aisée de nombreuses sources de données. Donc, quels sont ses points forts? On a que Tableau est une web application. Également, Tableau également dispose est adapté à tous, que ce soit freelancer, petite, moyenne entreprise, grande entreprise. On a une forte communauté en fait qui est derrière en fait Tableau, beaucoup de supports d'apprentissage, beaucoup de tutoriels qui sont disponibles. On a une panoplie de visuels également qui sont disponibles sans coût supplémentaire, contrairement à Power BI par exemple. On a également la gestion des données de flux de données en temps réel. On a des connexions à des API, l'intelligence artificielle qui est incluse, de même que le machine learning du même acabit que Power BI. On a près de 135 fonctionnalités et on a une intégration à 368 plateformes. Vous voyez, on ne peut pas tout citer en termes de fonctionnalités. Maintenant, en termes de points faibles, on a que l'application n'est pas disponible sur iOS et sur Android. La version gratuite également n'est pas privée, c'est-à-dire que la version gratuite de Tableau s'appelle Tableau public. Lorsque vous faites un tableau avec Tableau public, il faut que vous le publiez. Tout le monde peut avoir accès à ça. Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un en Chine, en Inde, peut voir le tableau. La version payante aussi est assez coûteuse. Bon, voilà, c'est vraiment coûteuse pour les différents packages. Et puis, on a également besoin d'un bouton de refresh. Euh, on peut avancer. Maintenant, au niveau de Click, qu'est-ce que c'est que Click?
Qlik est une entreprise aussi leader dans le domaine des solutions de visualisation et d'analyse des données. Et ils sont vraiment spécialisés dans la visualisation. Ils font que ça. Et Qlik a deux produits phares. Il y a QlikView, ça c'était la version précédente. Et la nouvelle version ici, c'est QlikSense. Voilà. Donc, QlikSense est à c'est sa dernière innovation de Qlik. Et ça dispose ici d'une grande acuité à transformer les données brutes en insights très pertinents. Donc, les points forts de Qlik, c'est que on dispose de l'application web et puis de l'application Android avec Qlik. C'est adapté à tous, freelancers jusqu'aux grandes entreprises. On a une bonne gestion des flux en temps réel. On a des connexions à des API. On peut faire de l'intelligence artificielle, du machine learning avec Qlik. Également, on a près de 40 fonctionnalités et une intégration à 127 plateformes et également du real-time reporting. En termes de points faibles, c'est principalement le coût qui est assez élevé et puis également l'application n'est pas disponible sur iOS. On peut passer à la slide suivante. Donc là, on a un coup de cœur Looker qui est une plateforme de business intelligence moderne rachetée par Google Cloud en 2019. La principale fonctionnalité de Looker est de permettre l'exploration ainsi que la visualisation des données. Donc, ses points forts, c'est que c'est une application web, c'est disponible sur le web, c'est adapté à tous et c'est une solution qui est gratuite. Du moment où vous avez un compte Gmail, vous avez Looker de manière gratuite. C'est vraiment très intéressant. On a la gestion des données également en flux réel, près de 24 fonctionnalités, une intégration à 103 plateformes. Également, Looker est très adapté pour les utilisateurs de la suite Google. On a une collaboration également qui est gratuite, contrairement aux autres solutions. On a du real-time reporting. Maintenant, en termes de ces points faibles, on peut noter que l'application n'est pas disponible sur iOS et sur Android, mais c'est quand même disponible sur le web. On n'a pas des outils d'intelligence artificielle et de machine learning. C'est seulement du reporting point barre et du dashboarding. On n'a pas de connexion également à des API et puis les graphiques ne sont pas très diversifiés. Voilà. Slide suivant. Et là, on vous présente aussi un coup de cœur. Ça, c'est Flourish. Voilà. Flourish, c'est un outil web qui sert à la réalisation de stories et de visualisation des données. Donc, je ne sais pas si vous avez souvent vu en fait des données. Vous pouvez, souvent, quand vous partez sur certains sites web, vous voyez des données qui bougent, voilà, comme c'est ce qui est présenté sur la slide. En fait, ça permet en fait d'avoir l'évolution, par exemple. Ça permet de raconter une histoire avec les données. Donc, Flourish est très, très adapté pour tout ce qui concerne le data storytelling. Donc, il permet aux utilisateurs de créer, de personnaliser, de partager des graphiques interactifs, des cartes, des infographies et d'autres types de visualisation de données. Donc, on a beaucoup, beaucoup de visuels très, très atypiques avec Flourish qui est très intéressant. Donc, ces points forts, c'est très facile à utiliser. Vous pouvez aller sur Flourish en un jour, pour être bon avec Flourish sans souci. On a une bibliothèque de données, de modèles disponibles. Donc, il y a une baseline pour commencer. On a de l'interactivité, c'est très personnalisable. On a également, on peut intégrer également des données en temps réel et puis on peut collaborer en équipe. Voilà. Maintenant, ces points faibles, c'est que la version gratuite est, comme vous le savez, tout ce qui est gratuit est limité. On a une dépendance à la connexion Internet parce que si on n'a pas la connexion Internet, on ne peut pas travailler avec Flourish. Et également, on a les aspects de sécurité, de confidentialité des données, puisque en fait, c'est une application web et puis le volet partage est vraiment facile. Diapo. Maintenant, la dernière chose qu'on va vous présenter par rapport à cette première partie, c'est, in fine, qu'est-ce qu'on doit choisir? On a vu Excel, on a vu Tableau, on a vu Power BI, on a vu Flourish, on a vu toutes ces solutions. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que je dois changer pour travailler? Donc, est-ce que Tableau est mieux que Power BI? Est-ce que Power BI est mieux que Excel? Voilà, donc c'est à cette question qu'on va essayer de répondre. Moi, je vous dirais que si quelqu'un vous donne une réponse absolue pour dire que Tableau ou bien Power BI est mieux, une autre solution, je ne serais pas forcément d'accord parce que chaque logiciel, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients qui lui sont intrinsèques. Nous, tout ce qu'on peut donner, c'est une ligne directive pour voir en fait comment choisir
son outil BI. Donc, d'abord, pour choisir son outil de business intelligence, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut faire concrètement avec ça, avec cet outil. Donc, il faut définir concrètement le cas d'usage, nos besoins. On a besoin de ça. Pourquoi? Une fois que cela, le cahier de charge est défini, ensuite, il faut également dresser les différents critères auxquels doit répondre notre solution de BI. Par exemple, je veux que ma solution de BI ne me coûte pas plus de $30 par mois, par exemple. Ça peut être un critère. Je veux que ma solution de BI puisse me permettre de faire des pie charts, etc. Et ensuite, il faut s'assurer de la connectivité, de la fluidité des données. Donc, à ce niveau, c'est un critère. La connectivité des données, la fluidité des données est un critère, mais je l'ai sorti parce que c'est très important. Imaginez, vous achetez une solution et puis à la fin de la journée, vous vous rendez compte que cette solution ne prend même pas en compte le format de données que vous avez ou bien la base de données que vous avez. Vous venez de faire une très grosse perte. Donc, il faut vraiment s'assurer de cette étape qui est très capitale. Une fois cela, fait, vous faites maintenant une benchmarking entre les solutions et puis vos critères. La solution qui remportera le plus de verres et qui répondra le plus à vos aspirations sera naturellement choisie. Donc, c'est ce qu'on pourrait rapidement dire en 15 minutes sur les outils de visualisation des données. Je vous remercie. Donc, vous avez la parole. OK. Merci beaucoup, Monsieur Koné Noah Mustafa. Merci pour cette présentation. Donc, ça nous a permis de parcourir pas mal d'outils de visualisation des données que sont Power BI, Excel, Tableau, Click et Flourish. Donc, l'idée, c'est que, in fine, pour pouvoir choisir finalement son outil de visualisation, il faut tenir compte d'un certain nombre d'aspects parce que en soi-même, il n'y a pas d'outil meilleur par rapport à l'autre. Tout dépend en fait de la finalité des objectifs de l'entreprise ou bien des objectifs qu'on veut atteindre à travers l'outil. Si on souhaite, par exemple, réaliser une visualisation dans laquelle on a des éléments dynamiques, donc comme on l'a présenté tout à l'heure, peut-être que Flourish pourrait être adapté. Donc, en fonction de toutes ces spécificités, on fait un scoring, comme M. Koné l'a dit tout à l'heure, et ça nous permet de choisir l'outil qui nous convient le mieux. Donc, sans plus tarder, je vais permettre aussi à M. Koné Alassane de nous entretenir plus ou moins sur certains aspects que nous devons prendre en compte pour pouvoir avoir peut-être des solutions développées sur mesure. Monsieur Koné, vous avez la parole. Ok, désolé, je n'avais pas envie de participer. Merci, M. Zango. Bonjour à tous. Déjà, merci aussi à mon mentor, Mustapha, pour sa brillante présentation. Je vais tenter de nous boiter le pas. J'espère que ça sera forcément tout ce qui sera suivre. Donc, je peux avoir la présentation, Zango. Oui, j'ai arrêté le partage sur la main. Tu peux Ah, tu partager veux que je ton... partage? Ok, d'accord, pas de souci. Juste un instant. Euh, juste un instant. Ok. Zongo, tu me diras si tu vois ma présentation. Oui, c'est bon, mon niveau. C'est bon? Ok, je suppose que c'est bon présent. Déjà, je m'excuse pour certains si ma présentation elle est faite en anglais. Il se pourrait qu'il y ait des personnes dans l'auditoire qui parlent que l'anglais. On essaie de satisfaire tout le monde. Okay. So I was just saying that my slides are in English in case that there are French, English speakers between people connecting in this call. I'm a nice guy. I make sure that everyone is happy here. Ok, donc le thème qui m'a été proposé, c'est dans quel cas devons-nous choisir une solution de visualisation des données que nous allons construire à partir de zéro par rapport aux solutions qui sont déjà disponibles sur le marché. Donc, la présentation, elle va suivre le plan suivant. Les slides changent bien, c'est ça? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, ça va. Donc, on va débuter naturellement par une introduction, comme toute bonne présentation. Ensuite, on va voir dans quel cas il faudra choisir une solution de visualisation des données qu'on construit nous-mêmes, qu'on va appeler des solutions built-in. Et en trois, on va voir dans quel cas, quels sont les requirements, quels sont les prérequis avant de pouvoir atteindre votre but, le but de construire votre solution de visualisation de données à partir de zéro.
À la fin, on va terminer la présentation par une conclusion naturellement. Mais juste après la conclusion, j'ai une petite surprise pour des personnes assez techniques qui sont connectées. J'ai vu quelques minutes passer que je connais bien, donc tout le monde sera satisfait. Et aussi, je vais avoir un langage moins technique parce que j'ai vu parmi les personnes connectées, on a un peu de tout. Donc, pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se dit. Donc, rapidement, on passe à l'introduction, sans condition aucune. On va juste rappeler c'est quoi la visualisation des données. Mustapha l'a déjà bien défini. On va juste la définir en deux ou trois mots. Donc, la visualisation des données, c'est le processus de transformation de nos données en représentation visuelle. Ça peut être des graphes, des tableaux ou des cartes. Donc, juste sur ma slide, tout à droite, je présente même quatre exemples de visualisation de données. On a un dashboard. Mustapha en avait présenté tellement. À côté du dashboard, on voit des tests qu'on appelle un word cloud, un nuage de mots. Donc, juste pour attirer l'attention sur les personnes, que la visualisation des données ne se limite pas seulement aux chiffres, en fait. Même les données textuelles, les textes, les retours d'expérience, tout ça peut être visualisé et on peut inclure le maximum d'informations. Après, on a aussi des cartes, comme vous le voyez tout en bas à droite, on a des cartes qui peuvent être utilisées pour regarder des données un peu de façon globale, de façon mondiale. Maintenant, dans quel cas, sur le marché, il existe plein de solutions qui facilitent la vérification des données, qui sont meilleures, qui sont très bonnes. On va pas leur retirer ce mérite-là, mais il existe certains cas dans lesquels il est mieux ou il est préférable de construire notre solution de vérification de données à partir des zéros. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, pourquoi construire notre propre solution de visualisation de données? Déjà, le premier élément qu'on peut citer comme raison, c'est le caractère unique de nos données que nous avons et aussi le fait que nous avons besoin de graphiques spécifiques. Pour le premier point, la structure de nos données, Moustapha l'a dit, presque toutes les entreprises de données utilisent Excel. Et généralement, on utilise Excel comme base de données. Mais je vais vous décevoir, Excel, ce n'est pas une base de données. Les gens le font. Et on a un peu des structures assez différentes d'une entreprise à une autre dans les différents fichiers Excel. Généralement, les solutions déjà développées, quand elles viennent, elles imposent une structure de données à l'entreprise. Et souvent, la migration de la structure actuelle de l'entreprise à la structure finale, à la structure désirée par la solution de visualisation des données déjà construite, nécessite souvent des coûts, nécessite souvent du temps. Et la plupart du temps, on voit que les personnes, l'homme de nature, il est rigide au changement. L'homme n'aime pas beaucoup de changements. Donc, si vous avez un employé qui travaille avec sa base de données Excel depuis 5 ans, je lui demande de changer, ça risque de faire un peu de bruit dans l'entreprise. Et donc ça, c'est la première raison. Le fait que si on a des données qui sont vraiment uniques, le mieux serait de construire notre propre solution de données qui va juste être construite sur ces données-là. Ensuite, la seconde raison, c'est lorsqu'on veut des graphes spécifiques qui ne sont pas proposés par les solutions déjà construites. Il en existe tellement. Dans l'entreprise actuelle, par exemple, on a développé plusieurs solutions parce qu'on avait des graphes qu'on voulait pour le secteur de la géologie qui n'était pas disponible dans les solutions sur le marché. Donc, on est obligé de construire ces graphes en nous-mêmes. Mais là, juste à droite de ma slide, je présente un peu mon interface Report avec le rendu. Vous voyez qu'il y a une sorte d'image avec plein de graphiques à l'intérieur. En fait, je suis passionné de football, hein, comme la plupart des personnes connectées ici. J'ai regardé en fait les données des expected goals, des buts espérés lors des matchs de différentes équipes de première ligue. Donc, je n'ai pu utiliser une solution en ligne, mais le rendu que je voulais ne me permettait pas d'utiliser les solutions déjà codées. Donc, j'ai codé moi-même ce que je voulais à partir de zéro. Et ça donne le rendu que vous voyez là. Je pense que vous n'avez pas l'occasion d'activer votre micro, mais sinon, je sais que certains m'auraient dit que c'est très joli. La seconde raison, c'est l'intégration avec les systèmes existants, les différents systèmes et outils qui existent déjà dans l'entreprise. Donc, souvent, lorsqu'on veut acheter une solution déjà construite, on a ce problème-là. Est-ce que cette solution va pouvoir s'intégrer à toutes nos solutions que nous avions déjà avant dans l'entreprise? La plupart du temps, ce n'est pas le cas parce que les solutions développées sont déjà faites, sont faites de façon, c'est une solution passe-partout, on va le dire ici. Donc, souvent, l'intégration au système déjà existant peut être assez compliquée. Dans ce cas-là, l'idéal serait de pencher pour une solution qu'on construit à partir des zéros, en s'assurant que cette solution va pouvoir s'inscrire dans l'architecture de l'entreprise actuelle. La troisième raison, c'est des problèmes de sécurité et de scalabilité. Donc, par sécurité, on entend est-ce que nos données, lorsqu'on utilise une solution qui est déjà construite,
où est-ce que les données qu'on regarde dans cette solution, qu'on télécharge dans cette solution, où est-ce que ces données seront retrouvées? Pour cette partie, il y a plusieurs écoles. Il y a des entreprises qui considèrent que le cloud, que ce soit Amazon Cloud, Azure ou Google Cloud, sont sécurisés. Pour d'autres entreprises beaucoup plus minutieuses en termes de sécurité, on vous dit que tout ce qui est le cloud n'est pas forcément sécurisé. Donc, l'idéal serait de se tourner vers une solution qu'on construit et qui va sauvegarder nos données sur nos serveurs locaux. Donc, pour les problèmes de sécurité, souvent, l'idéal serait de se tourner vers une solution qu'on construit à partir de zéro et donc, ça s'assure que les données sont stockées sur nos serveurs locaux et toute sécurité. La scalabilité aussi, c'est pas scalabilité, le fait que la solution, elle doit évoluer avec le temps. L'entreprise n'est pas censée être statique, l'entreprise doit évoluer en termes de nombre de personnel, en termes d'objectifs et autres. Donc, quand on achète des solutions déjà construites, finalement, 2-3 ans après, 2 à 3 ans, 4 ans après, souvent la solution devient obsolète. Et parfois, faut peut-être contacter l'entreprise avec qui on a acheté la solution pour faire des mises à jour, pour développer de nouvelles fonctionnalités. Ça engendre d'énormes coûts et puis finalement, on n'atteint pas le but désiré. Donc, pour des problèmes de scalabilité, parfois, l'idéal serait de construire une nouvelle solution à partir de zéro. Et une autre raison, c'est les coûts. Les coûts et les frais relatifs aux solutions qui sont déjà préconstruites. Donc, il y a, avec une solution qui est déjà construite, on a une adage qu'on a l'habitude de dire, c'est wait less and pay more. Donc, on va moins attendre parce que la solution est déjà construite. Donc, on prend la solution, on l'installe. Par contre, au fil des années, on risque de payer plus. Généralement, les techniques marketing des solutions déjà construites, déjà, je n'ai rien contre ces solutions, mais les techniques marketing, c'est qu'on vous propose déjà une solution qui est déjà faite et elles vous disent que bah, c'est à bas coût. Et ils mettent en opposition les coûts pour engendrer un développement d'une solution à partir de zéro. Donc, ils vous proposent une solution à partir, qui semble être moins chère, qui répond à votre besoin et tout. Mais après, il y aura des coûts qui sont associés à la maintenance sur le long terme, des coûts de mise à jour, des coûts de nouvelles fonctionnalités qui, finalement, quand on rassemble tous ces coûts-là, peuvent être très chers par rapport à la solution qu'on aurait développée à partir de zéro. En plus, il y a des licences souvent pour ces solutions-là par utilisateur. Donc, si aujourd'hui vous avez une solution qui coûte 5 000 francs par utilisateur, que vous avez 10 personnes dans votre entreprise, ça vous fait 50 000 francs par an, ça va. Mais après, si votre entreprise passe de 10 personnes à 100, on voit que les coûts vont continuer de croître avec le temps. Donc, pour des raisons de coût, l'idéal souvent serait de penser à une solution qui est pour à partir de zéro. Et après, on évoque diverses raisons qu'on ne va pas forcément parcourir en raison du temps. Cependant, l'une des raisons aussi qui peut pousser à développer une solution à partir de zéro, c'est les choses de personal branding et customization. Donc, il se peut, je prends un exemple assez banal. On a ici, en termes de télécommunications, Orange, MTN et Move, qui sont des grosses boîtes de télécommunications en Côte d'Ivoire. Et supposons qu'il existe une solution sur le marché qui gère, par exemple, la satisfaction clientèle et tout. Bah, si Orange, MTN et Move achètent la même solution, bah, finalement, qui est mieux que qui personne. Donc, vous verrez que ces entreprises vont préférer construire une solution propre à elles. On a, par exemple, l'application Orange Money, Orange Money Afrique, un truc comme ça, qui est bien construite et qui cadre vraiment avec le branding d'Orange. Donc, souvent pour les questions de branding, de customisation, l'idéal serait de construire notre solution à partir de ce niveau-là. Donc, on avait dit tantôt dans l'agenda que c'est vrai que dans certains cas, il peut être meilleur de construire une solution de visualisation à partir de zéro, mais il y a des prérequis qui doivent être respectés. Il y a certaines considérations dont il faut tenir compte avant de se lancer dans cette aventure. De ce qu'on va voir, il y a plusieurs considérations. On ne va pas toutes les citer pour le temps qu'on a. On a juste choisi les deux qu'on a jugé être les plus pertinentes. La première, c'est le temps. Donc, les solutions développées à partir de zéro ne sont pas instantanées. Donc, on ne va pas se lever du jour au lendemain et dire, OK, aujourd'hui, on décide de construire notre solution et on nous suivons dans la solution. Non. Là, ça va prendre du temps. On peut faire un plan souvent même de 6 mois pour avoir une solution et finalement, on a la solution en 18 mois, en 12 mois, en 18 mois. Les solutions ne vont pas faire des solutions pas instantanées. Parce que durant le processus, il peut y avoir certains bloqueurs, on a besoin de telle donnée, de telle personne, il y a telle personne qui demande une nouvelle fonctionnalité et tout. Donc, pour ce genre de cas, l'idéal, c'est de fonctionner en mode agile.
Bon, ce n'est pas le but de la présentation, donc on ne va pas s'attarder dessus, mais après, vous pouvez chercher c'est quoi la méthode agile en termes de gestion de projet. Ensuite, la deuxième raison, c'est est-ce qu'on a l'équipe adéquate dans notre entreprise pour créer cette solution à partir des zéros là? Parce que développer une solution à partir des zéros nécessite une équipe vraiment d'experts, de personnes expérimentées dans le domaine de la visualisation et autres. Donc, si on n'a pas cette personne-là dans l'entreprise, l'idéal serait d'embaucher un consultant ou d'embaucher une entreprise tierce, en l'occurrence Métriques et Décisions, par exemple, pour développer cette solution-là pour nous. Et une autre chose à faire, c'est s'assurer que les solutions développées à partir des zéros puissent s'assurer de la pérennité de ces solutions-là, parce que ce n'est pas de prendre un cabinet, il développe la solution et puis s'en va. Qui va assurer la suivi de la solution avec le temps? C'est une question qu'il faut se poser. Donc, généralement, ce qui est conseillé aussi, c'est lorsque on embauche, par exemple, une entreprise tierce pour développer notre solution à partir de zéro, c'est d'embaucher aussi des personnes, des compétences de façon parallèle. De telle sorte que lorsqu'une entreprise laisse sa solution, on a des personnes qui peuvent assurer la pérennité de notre solution développée à partir de zéro. Donc, on va passer maintenant à la conclusion. On a été un peu rapide, c'est en raison du temps, on s'excuse. Mais en résumé, si on veut résumer ce qu'on a dit durant ces quelques minutes, dans quel cas, pourquoi construire nos solutions à partir de zéro? Donc, dans le cas où on a des données qui sont complexes, dans le cas où on a besoin de certains fichiers spécifiques qui ne sont pas disponibles sur le marché, dans le cas où on a des défis d'intégration avec le système qui existe, dans le cas où on veut faire du personal branding et de la customisation, et enfin, dans le cas où on veut peut-être avoir des coûts un peu allégés. Cependant, il faut tenir compte de deux principaux éléments, le temps et le talent. Est-ce qu'on a l'équipe adéquate dans notre entreprise qui construire notre solution à partir de zéro? Donc, normalement, après la conclusion, je l'ai dû vous dire, c'est la fin de la présentation, mais je vous l'avais promis au début, il y a une surprise pour vous. Donc, ce n'est pas dans le scope, ce n'est pas dans le plan de la présentation, mais j'ai tenu quand même à mettre ça dans ma présentation pour toutes les personnes techniques qui sont connectées. Quelles sont les bonnes pratiques en termes de data visualisation? Tout ça, je n'ai pas listé toutes les bonnes pratiques, j'ai listé quelques-unes, ce que vous allez apprécier. Donc, la première, c'est d'utiliser des marges. Lorsqu'on décide de construire, par exemple, un dashboard, vous pouvez voir en haut, à gauche de ma slide, on a deux layouts, deux affichages de dashboard. Le premier avec moins de marge et le second avec plus de marge. On sent que c'est beaucoup plus aéré. Et en fait, l'espace, les marges dans le dashboard sont semblables aux pauses dans la conversation. Imaginez que depuis que je parlais, je ne faisais pas de pause, je parlais, on ne rien comprendre en fait. Donc, c'est bien utiliser des marges, c'est une bonne pratique de data visualisation. Après aussi, il faut utiliser une police qui est facilement lisible. Sur l'image qui est juste à gauche en bas, alors on voit qu'on a deux barres chaque, deux diagrammes en bande. Donc, l'un à gauche a une police, je crois que c'est du Garamond ou du Moussera, mais qui n'est pas bien visible. Par contre, à droite, je crois que c'est du Arial, qui est assez bien, facilement lisible. Ensuite, il faut hiérarchiser nos tests lorsqu'on décide de faire un dashboard. Donc, le titre du dashboard ne doit pas avoir la même police, ni le même type de caractère que le titre, par exemple, d'un graphique, ou peut-être le titre d'un texte explicatoire, ou peut-être des notes assez spéciales. Donc, il faut hiérarchiser nos textes lorsqu'on fait une data visualisation. Ensuite, il faut choisir les bons graphes. Et là, je pense que si vous allez sur Google, vous tapez data visualization cheat sheets, vous allez avoir des petits documents, des petits fichiers PDF où on vous indique le type de graphe à utiliser en fonction des données que vous voulez visualiser. Ici, par exemple, sur l'exemple, on voit que à gauche, il a utilisé des camemberts, des diagrammes circulaires pour vous montrer les données, mais ce n'est pas très visible. Alors qu'à droite, quand on utilise des barres de façon horizontale, on voit qu'on arrive à bien voir les données et c'est très beau par rapport au précédent. Et après, lorsqu'on se fait un dashboard ou un rapport, il y a une des bonnes pratiques, c'est de suivre l'architecture en Z. Donc, on commence en haut à gauche avec le premier graphe, mais le second ne va pas juste se mettre tout en bas, il va se mettre en haut à droite. Donc, on suit l'architecture en Z et c'est l'idéal. Mais pour ça, il faudrait tenir compte de certaines considérations. Par exemple, si vous développez une solution pour une entreprise qui est arabe, il ne faudrait pas suivre en Z parce que les arabes lisent de la droite vers la gauche. Donc, il faudrait faire un Z inversé. Voilà. Donc, aussi, il faut mettre une des bonnes pratiques, c'est de donner nos données, les mettre dans un ordre.
Si vous avez des données catégorielles où il n'y a pas d'ordre, l'idéal, si vous faites un diagramme en bande, l'idéal, c'est de mettre les données avec les plus petites modalités et de façon, comment dire, de façon croissante et de façon décroissante. C'est à vous de voir. Par contre, si c'est des données qui respectent certaines notes, par exemple, les mois, là, vous êtes obligé de suivre. L'autre, vous n'allez pas mettre masse avant janvier, par exemple. Après, il faut utiliser le minimum de couleurs fortes dans nos visualisations. Voilà. Sur l'image en haut à droite, on a deux diagrammes orientés d'une façon horizontale. Mais le premier, on a tellement de couleurs fortes. On a du cyan, on a du rose, du vert. Alors qu'à droite, on utilise le moins de couleurs fortes possible. Et on voit déjà la différence en termes de gluten entre les deux. Et la dernière bonne pratique qu'on va utiliser, c'est de clairement afficher les labels de nos graphes. Parce que la plupart du temps, on a tendance à mettre les labels, les légendes dans les graphes et souvent, ce n'est pas facilement visible et ça ne donne pas une bonne visualisation. Donc, en ces quelques minutes, je ne sais pas si j'ai respecté le temps Zongo, mais je m'excuse. En ces quelques minutes, c'est ce qu'on avait à dire sur le thème qui nous avait été proposé. On sera disponible pour la phase de questions qui répond à toutes vos inquiétudes. Merci. OK, merci beaucoup pour cette brillante présentation, M. Kone Alassane. Donc, on retient que pour ce qui concerne le développement de solutions sur mesure, les entreprises doivent tenir compte d'un certain nombre d'aspects, notamment la complexité de données, les questions de sécurité, les défis d'intégration, les questions de coût et les questions de bonding. Mais pour pouvoir aller vers une solution sur mesure, il faudrait que l'entreprise aussi tienne compte du temps, parce que aller vers une solution sur mesure, ça prend du temps. Et puis aussi, il faut avoir l'équipe pour développer. Sinon, à défaut d'une équipe, trouver la bonne entreprise ou le bon cabinet qui peut développer cette solution pour nous. En tout cas, merci pour cette brillante présentation. Nous allons passer maintenant à la phase questions. Donc, comme je le disais en début de présentation, nous allons utiliser le chat pour les questions. Donc, déjà, je vais recueillir les quelques questions qui nous ont été laissées dans le chat pour les soumettre à nos panélistes. Donc, il y a... Donc, il y a une première question qui est posée par Ismailou Amadir qui porte sur le tableau. La question, c'est de savoir, en gros, ce qu'il souhaite savoir, c'est ce que ça signifie lorsqu'on dit que la version gratuite des tableaux n'est pas privée. Donc, je crois que cette question, elle est à l'endroit de M. Kone Mustafa, qui avait fait la présentation sur les différents outils. Effectivement, en fait, en ce qui concerne la version gratuite des tableaux qui est appelée tableau public, vous voyez un peu déjà même le nom de tableau public. Donc, comme le nom l'indique, c'est public. Donc, du coup, lorsqu'on développe ou on fait un tableau de bord ou bien un dashboard avec tableau public, la version gratuite du tableau, lorsque vous avez publié ce tableau, parce que je suppose que quand on finit de faire un tableau de bord, on veut forcément le partager peut-être à nos managers ou bien à nos collaborateurs. Donc, en utilisant un tableau public et la version gratuite du tableau, on la publie sur le web, sur la plateforme web, et tout le monde dans le monde entier peut avoir accès et regarder ce tableau-là. Donc, c'est ce qu'on voulait dire par la version gratuite n'est pas privée en termes de collaboration, en termes de partage d'informations. Tout le monde peut avoir accès à votre tableau. D'accord, merci M. Koninawa. Donc, il y a la question aussi il y a M. Sidi Conté qui souhaite savoir les certificats qui sont conseillés pour pouvoir acquérir des compétences en Power BI Tableau. Déjà, il faut dire, comme je l'ai présenté en début de présentation, nous sommes un cabinet aussi de formation, donc nous délivrons des formations certifiantes sur l'utilisation des outils de business intelligence et de data visualization. Donc, nous pouvons vous accompagner dans le renforcement des capacités en Power BI, en Excel et en Tableau. Donc, vous pouvez après nous contacter pour qu'on vous aide dans cette lancée. Et... Ok. Relativement à la question, Oui. j'ai vu même que quelqu'un a répondu, la réponse est correcte. Donc, en vérité, Microsoft et puis Tableau, ces deux entreprises-là disposent en leur sein de certification.
Et je dirais que c'est eux qui sont les mieux habilités à certifier, à mon avis. Donc, vous pouvez simplement taper sur Google Tableau certification. Vous partez également sur la page de Tableau. Vous allez voir en fait les certifications que Tableau fait passer. Également, la même chose également est disponible pour Power BI, les certifications Microsoft de Power BI. Donc, ça, c'est vous, quand vous y allez, vous passez tout de suite ces certifications. Mais avant, en fait, il faut que vous vous formiez. Sinon, imaginez, vous, je ne sais plus, peut-être la certification doit être dans les 150 à 200 dollars. Ça dépend. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau débutant, intermédiaire, avancé, etc. Chaque niveau a ses différents coûts. Imaginez, vous n'êtes pas bien préparé et puis vous partez pour la certification, vous risquez de perdre votre argent. Donc, l'idéal, en fait, c'est de se faire former, accompagner par ceux, en fait, qui ont déjà eu ces certifications, notamment Matrix Decision, pour, en fait, être prêt à affronter les examens et les épreuves. Et également, c'est dire, il faut noter également que ces certifications-là ont un poids sur le CV, surtout lorsqu'on veut travailler un peu à l'international pour des organismes comme l'ONU, comme l'UNICEF. Voilà, c'est des choses qu'ils regardent. Souvent, quand vous regardez, ils demandent des développeurs BI, des développeurs SharePoint, etc. Mais c'est pour mesurer en fait que vous êtes un bon développeur en Power BI, en Tableau, etc. C'est la certification donnée par Microsoft ou par Tableau qu'ils regardent en premier lieu. Donc, on est là pour vous accompagner. Zongo est là également pour vous accompagner à obtenir ces certifications. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kone Mustafa. Donc, dans la suite des questions, je crois qu'il y avait une question qui était de savoir si la présentation sera rendue disponible. Comme signalé, présenté en début de communication, ça sera rendu disponible. Les éléments vous seront partagés, les ressources et le lien vers le webinaire, puisqu'il est enregistré, il vous sera aussi partagé. Je crois que la prochaine question, n'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat pour permettre à nos panélistes de vous apporter des éclaircissements. Donc, il y a une question de BFA, gestionnaire des systèmes d'information, qui est de savoir, pouvons-nous avoir des exemples de solutions construites à partir de zéro? Donc, quels sont les consultants qui sont aptes pour la construction de ces solutions? Je crois que cette question est à l'endroit de M. Kone Alassane. Yes, ok. Merci Zongo. Donc, pour la question, pouvons-nous avoir des exemples de solutions construites à partir de zéro? Euh, J'aurais pu vous montrer la solution que j'ai construite dans mon entreprise actuelle, mais pour des soucis de confidentialité, je ne peux pas. Mais je vais vous mettre un lien dans le chat. Vous pourrez aller sur la galerie de Plotly. Il y a plein de solutions de data visualization qui ont été développées à partir de zéro. Donc, je viens de mettre le lien dans le chat. Et ensuite, pour la seconde partie de la question, quels sont les consultants qui sont aptes pour la construction de ces solutions? Bah, on l'a dit dans notre présentation, méthode de décision. Après, il y a plusieurs autres consultants cabinets qui sont là. Mais nous, on conseille méthode de décision. Vous pouvez prendre la tâche avec eux pour voir en fait de quelle mesure ils peuvent vous aider en fonction de votre problème. OK, merci beaucoup, M. Kone Alassane. Donc, dans la suite des questions, il y a M. Traoré Fagagnan qui souhaite savoir quels sont les outils framework ou langages de programmation à utiliser pour la conception d'une solution de personnaliser des databases. OK. Pour ça, il y en a tellement. Il y en a tellement. On va juste citer quelques-uns. Si vous êtes à l'aise avec Python, Python est un bon début. Vous pouvez utiliser aussi R. Si vous êtes à l'aise en JavaScript, vous pouvez utiliser React.js, Vue.js et autres. Vraiment, il y en a tellement de solutions pour faire il y en a tellement de frameworks pour faire des solutions à partir de zéro. Donc, mais nous, on conseille plus Python. C'est avec Python qu'on est à l'aise. Python, puis il y a du React.js, par exemple, serait un bon début. D'accord, merci beaucoup. Il y a une question encore de BFA qui est de savoir est-ce que SharePoint peut être utilisé comme solution pour l'hébergement des... Oui, donc pour cette question, en fait, tout va dépendre de l'entreprise. La plupart des entreprises ici sont orientées Microsoft. Et je pense que SharePoint, c'est de Microsoft. Donc, si l'entreprise est orientée Microsoft, on peut utiliser SharePoint pour héberger des solutions, sans souci.
D'accord. Donc, dans la même suite, Attends, oui. ok. Par rapport aussi à cette question, je voudrais peut-être faire un peu attention aussi. En termes de sécurité, je pense que Microsoft SharePoint est peut-être adapté, mais peut-être en termes de versionning des solutions, SharePoint ne gère pas les versionning des solutions comme par exemple GitHub ou certains logiciels de versionning des solutions. Alors qu'on sait que de manière générale, une solution n'est jamais finie. Quand on développe une solution, il y a toujours il y a la version alpha, la version bêta, etc. Donc, pour le versionning, je ne pense pas personnellement que SharePoint est vraiment adapté pour version mais en termes de sécurité, je pense que voilà, SharePoint est bien. Et puis en termes de coût aussi, coût d'opportunité, surtout que la plupart des entreprises ici dans nos zones utilisent Microsoft Office. Voilà. Maintenant, si on développe quelque chose qui n'a pas vraiment, on se base pas sur le versionning dans le développement et tout, et puis on développe et puis on a la version directement finale qui est déposée, disponible. Bon, je pense que SharePoint peut faire l'affaire, mais s'il y en a certaines contraintes comme le versionning, et voilà, je pense que il va falloir peut-être regarder vers d'autres solutions d'hébergement. OK. Merci beaucoup, Monsieur Koninawa. Il y a une question de Étienne Flaubert qui est de savoir quelle interaction il existe entre les différents outils de visualisation des données qui ont été présentés. Est-ce que je peux voir la question? Quelle interaction? Étienne, oui, j'aimerais savoir les interactions qui existent entre ces outils. Bon, peut-être l'idée présentée derrière cette question, c'est de savoir est-ce que quelqu'un qui utilise Power BI, il peut combiner à Excel, quelqu'un qui utilise Power BI, il peut le combiner peut-être avec Tableau, ainsi de Ok, suite. ok. Bon, déjà, pour comprendre que Excel, lui, de son côté, on peut faire en fait, comme Alassane l'a dit, ce n'est pas une base de données, mais bon, on l'utilise également comme réceptacle pour recevoir des données. Donc, à partir de Power BI, on peut importer des données Excel, de même que Tableau, Click, etc. À partir de tous ces logiciels que vous voyez, on peut importer des données d'Excel. Mais est-ce qu'il existe une interaction directe entre Power BI et Tableau, je vous réponds par non, de même que pour Tableau, clic, je vous réponds par non, et ainsi de suite par non. Donc, OK, c'est un peu dit, c'est seulement Excel voilà, qui est intégré aux autres. OK. Merci beaucoup, Monsieur Koninawa. Il y a une question de Monsieur Sidi Kone qui est de savoir quel rapport peut-on faire entre la visualisation des données et la data science. Parce que les spécialistes data science maison, assez Ok, prêté. ouais, je vais répondre à cette question. Donc, son autre, peux me redire la question, s'il te plaît? La question est de savoir quel rapport peut-on faire entre la visualisation des données et la data science. Ok, donc d'emblée, ce qu'on peut dire, c'est que la visualisation des données, c'est toute une partie de la data science, en fait. On ne parle pas de data science sans visualisation des données. Parce qu'en fait, dans la data science, on a besoin de développer des modèles de machine learning et autres. Et ces modèles de machine learning, là, pouvoir construire un bon modèle, parle d'abord d'une bonne exploration des données. Qui dit exploration des données dit data visualisation. Ensuite, quand on a fait notre modèle, il faut communiquer les résultats. Les résultats qu'on va communiquer, c'est avec des graphes et tout. On parle encore de visualisation des données. Même dans la construction du modèle, il faut valider le modèle. Comment on valide le modèle? Comment on compare plusieurs modèles en regardant, par exemple, le métrique d'accuracy et autres. On regarde, on parle encore ici de visualisation des données. Donc, même diagnostiquer des erreurs dans notre tout. Je pense que la data science est basée sur la visualisation des données. Et tu ne peux pas faire un bon projet data science sans faire une bonne visualisation de données. Sinon, tu ne fais rien, en fait, parce qu'à la base, tu n'auras pas bien compris le problème que tu dois résoudre. Pour finalement, tu vas produire un modèle qui va produire des erreurs. Et en data science, on a une adage qui est connue de tous, garbage in, garbage out. Donc, sans bonne data visualisation au début, tu vas forcément faire du garbage in et à la fin, tu vas du garbage out. Tu auras un modèle qui fout la merde à la fin. Donc, pour résumer, la visualisation des données, c'est une partie vraiment, c'est un élément vraiment nécessaire dans la data science. OK, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kone Alassane, pour cette intervention. Je crois que nous avons pas mal de questions, mais nous sommes déjà au thème de notre webinaire. Pour l'ensemble des questions qui ont été énumérées, nous allons dans le rendu des différentes ressources, vous proposer une note
qui plus ou moins apporte des éléments de réponse aux différentes questions qui ont été soumises. Nous tenons encore à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Nous espérons que vous sortez vraiment enrichis avec des insights sur la visualisation des données, les outils, et que vraiment, pour toute préoccupation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles pour vous accompagner. Merci encore à chacun. Merci pour toutes vos questions. Merci à nos panélistes, M. Kone Nawa et M. Kone Alassane. Merci pour ces éclaircissements et ces lumières que vous avez apportées à nos participants. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Zongo. Merci à Alassane. Merci également à tous les participants pour la qualité de l'écoute et pour la qualité des questions. Merci beaucoup. Merci, cheese. OK, merci. Bonne journée. Merci, carrément.